Ouais, l'équipe, ça va ou quoi? Je suis tout seul, donc exceptionnellement, on va commencer par mettre voilà, coucou tout le monde et ça va faire très bizarre de faire un monologue parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble seul. Du coup, Aigri n'est pas là, Picsou, il est à Bali, je pense qu'il est pas bien équipé, qu'il voulait pas faire ça, il voulait pas faire une émission un petit peu à l'arrache. Il profite et il a bien raison. Moi, je vais pas vous mentir, j'étais moyen chaud de la faire cette émission. Mais je me suis dit, c'est toujours une bête d'ambiance, c'est le rendez-vous hebdo. En ce moment, le marché, il est pas terrible. Donc, les gens ont aussi besoin de se dire qu'il se passe quelque chose et qu'on n'est pas tous en deuil de notre portefeuille. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas tous. Moi, ça va. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que regarder les prix, en fait. Regarder les prix, regarder ce qui se passe. Fondamentalement, c'est un peu plus plat que d'habitude. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tout le monde attend d'avoir un semblant d'intérêt pour pouvoir s'y remettre. Et en fait, vous pouvez le sentir dans tout. Vous pouvez le sentir, je pense qu'on va pas faire un gros record d'audimat aujourd'hui. Ça va être vraiment les habitués, les passionnés qui seront là. C'est pareil sur les interactions sur les réseaux, les gens qui sont sur les Discord qui interagissent, les gens qui s'abonnent. Bref, c'est vraiment le calme plat. Mais c'est pas grave, c'est comme ça arrive de temps en temps. Donc, du coup, bah moi, cette semaine, j'étais très branché jeux vidéo. Vous le savez, au-delà des cryptos, j'ai une chaîne gaming et j'ai reçu un écran 600 Hz. Donc, j'ai passé du temps à jouer en 600 Hz. Spoiler, est-ce qu'on sent une différence par rapport à du 360 Hz? Oui. Est-ce que ça tire à votre place? Non. Voilà. Donc j'étais sur ça. Je suis aussi en train de gérer un petit deal en perso pour avoir un gros PC portable gamer avec une 5080 dedans. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup voyager aussi cette année. Et du coup, je me dis que d'avoir un PC portable, c'est bien plutôt que de se trimballer une tour, en fait. Donc, ce sera l'occasion. Et pour les crypto-bros qui nous écoutent, eh bien, sachez qu'on planche toujours sur une formation dédiée à la sécurité. On est en dernière ligne droite à ce sujet-là. Donc, ça va être une formation très complète qui va vous expliquer comment sécuriser vos comptes, comment sécuriser vos fonds, comment adapter la sécurité par rapport à vos capitaux aussi. Et voilà, et puis moi, bah, dans la foulée, comme je vous disais, que je vais recevoir un PC portable, j'aimerais aussi vous faire des vidéos sur un setup nomade. C'est-à-dire que si vous faites partie des heureux élus qui gagnent bien leur vie, ou qui gagnent bien leur vie grâce aux cryptos, ou simplement qui ont envie de changer d'air, voilà, de quitter la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Canada peut-être, pour d'autres horizons, le temps de quelques temps, bah, peut-être que vous avez envie d'avoir un setup qui suit. Alors, pour le coup, j'ai déjà un bon PC portable qui n'est pas gamer et je vais en avoir un autre qui est gamer. Donc, je vous ferai des recommandations pour avoir un bon micro, une bonne webcam. D'ailleurs, ça peut être votre téléphone qui est en guise de webcam. Et voilà, pour pouvoir vous équiper. Donc, j'ai fait beaucoup de choses déjà à ce sujet-là en off que je vais présenter en vidéo et c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser. Merci, comme d'habitude, à Bitpanda de soutenir cette émission. Voilà, et bah, moi, j'aimerais vous poser une question. Les gens qui m'écoutent, voilà, ces 2-3 dernières semaines, vous étiez plutôt du genre à rien faire, c'est-à-dire pas acheter, pas vendre, attendre? Vous êtes plutôt du genre à avoir vendu? Ou vous êtes plutôt du genre à avoir profité des événements récents pour acheter? Voilà. J'aimerais que le chat puisse me répondre à ce sujet-là. Et ça me permettra de me faire une petite idée. Je pense qu'on va avoir de tout. Voilà, on a dû rien faire. N'hésitez pas à interagir dans le chat, on en profite. Rien faire, rien faire, rien faire, acheter. Voilà, plutôt passif, hein, mais je suis des vôtres. Moi, j'avais acheté du sol à 130, je l'avais bazardé à nouveau à 150. Là, je suis en dehors de ma position sur Solana, je regarde. J'ai regardé l'Hyperliquid parce que Hyperliquid a vachement fondu. Et donc, comme ça a fondu pour des raisons diverses et variées, bah, c'est parti à la chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux. Et moi, j'aime beaucoup la chasse aux sorcières, de l'extérieur, bien sûr, parce qu'en fait, les gens sont très occupés à cracher sur leurs copains et pas forcément à prendre des décisions adaptées. Donc, peut-être qu'on a eu un bottom générationnel sur Hyperliquid, peut-être que ça va continuer de fondre et qu'au final, on s'est overhypé dessus. Moi, je pense que ça reste un actif qui mérite d'être surveillé. Après, je vais pas vous mentir. Là, aujourd'hui, bah, j'ai dégagé mes sols. Donc, je préférerais acheter du sol que du Hyperliquid, mais je peux me tromper. Parce que je deviens un boomer, moi, les gars. Hein. J'ai 30 ans, donc si vous voulez, je préfère avoir un actif qui a un peu d'historique et qui a déjà survécu plus d'un cycle, parce que Solana a déjà fait une fonte des glaces de 240$ à 8$ pour revenir en ATH autour des 270. Voilà, donc petite préférence historique sur Solana, mais pour autant, Hype me plaît toujours. Mais comme je vous ai dit, quel que soit ce qui va se passer dans les mois qui vont arriver, je vais aussi décaisser des fonds que j'ai eu en pré-sale, du PIC, du Plume
et autres pour m'asseoir sur des stablecoins. Si ça continue de monter, bah tant mieux. Mais le truc, c'est que on le sait, ça fait un bon moment maintenant. La macro, elle laisse un petit peu à désirer et j'ai pas des signaux suffisamment bullish pour me dire ça peut monter. Et puis ça se trouve, je suis dans le faux, hein, c'est-à-dire ça se trouve là, on s'est fait torturer pendant quelques semaines. Tout le monde est passé bear et ça se trouve, c'est l'occasion du siècle pour rentrer. Mais encore une fois, on peut jamais vraiment le savoir. Donc moi, j'ai décidé de me désexposer parce qu'aujourd'hui, je suis surexposé au marché. Donc dans tous les cas, ça me fera du bien d'avoir du stable. Et puis à côté de ça, bah, j'ai toujours Coin Academy, j'ai toujours plein d'activités. Donc bref, ouais, j'ai vendu tous mes sols. Le Plume, bah, je le garde parce qu'en fait, moi, si vous voulez, les gars, je suis dans Plume. En pré-sale, je suis pas en spot. Donc ça veut dire que mon contrat stipule que pendant 18 mois, je crois, je ne débloquerai que chaque mois une petite portion. Donc même quand je décaisse tout ce qui se débloque, je reste toujours surexposé à Plume. Et comme je suis rentré tôt, à une belle valorisation, j'ai tout intérêt à te sécuriser. Ça veut pas dire que je n'y crois pas. Ça, c'est important de le stipuler. Ça veut pas dire que j'y crois pas. D'ailleurs, je vois de plus en plus de gens parler de Plume sur Twitter parce que justement le prix, il est plutôt solide ces temps-ci. Mais c'est pas parce que c'est solide ces temps-ci que qu'il est invincible. C'est-à-dire que pour le moment, il baisse pas, mais il monte pas non plus. Et puis, si ça se trouve, à partir du moment où il y a des gens qui vont commencer à débloquer du jeton, des investisseurs privés, parce qu'il y a eu plusieurs rounds d'investissement, bah peut-être que ça a commencé à chuter. Donc, je préfère sécuriser. Dans tous les cas, ça ne me fera pas de mal. On ne meurt pas à sécuriser du pognon. Voilà, je tenais aussi à m'excuser cette semaine, à pas avoir trop streamé, parce que justement, j'avais pas forcément de sujet à traiter. Et je pense que des fois, bah, quand il y a rien à dire, il faut pas forcer le pas. Et que pour le coup, c'est pas comme si j'avais coupé les écrans et puis vas-y, je regarde plus les cryptos. J'ai quand même passé toute ma semaine sur Twitter comme j'ai l'habitude de le faire, mais c'était beaucoup plus plat. Mais j'aurais quand même des choses à vous présenter sur la partie actualité, bien sûr. Quelle utilité a la crypto aujourd'hui à part réserve de valeur? Du paiement transfrontalier, des expériences économiques tout simplement, puisqu'on a inventé des protocoles de finances décentralisées diverses et variées. Donc, on va dire ubériser le système bancaire d'une certaine façon et le décentraliser surtout. Donc, on peut pas dire que c'est rien. On peut effectivement dire que ça aurait pu tout rester sur Bitcoin. C'est un biais, je l'entends, je ne le conteste pas. Mais toujours est-il que l'innovation, elle se fait beaucoup aussi en dehors de Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana, sur Hyperliquid, maintenant on l'a vu, etc. Donc, moi, voilà. Ça fait quelques années que je me suis, dans les propos, parce que pas dans les faits, maximalisé Bitcoin. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis pro-Bitcoin et que je crache sur le reste, parce que je reste absolument convaincu de la puissance de la concurrence des monnaies. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour les autres monnaies, mais pour autant, ça ne veut pas dire que une grosse quantité des crypto-monnaies ne servent à rien ou pas à grand-chose. Voilà. Moi, aujourd'hui, je gère un média qui vous parle de l'écosystème des crypto-monnaies. Des fois, il se porte très bien, cet écosystème des altcoins. Des fois, il se porte moins bien. Quand il se porte moins bien, les Bitcoin Maxis font un plaisir pour nous rappeler à l'ordre. Et ils ont raison de le faire. Parce qu'au final, c'est exact, hein, miser sur Bitcoin, ça ne te permettra pas d'avoir les gains rapides surpuissants, mais ça te permet de te protéger ton capital et de rester dans un actif qui a tendance à se valoriser dans le temps. Mais pour autant, je reste un altcoiner, un shitcoiner comme diront plein d'autres, parce que c'est quelque chose que j'aime en fait. C'est quelque chose qui m'amuse, qui me permet aussi voilà, de faire des rencontres, d'aller dans des conférences, de changer ma vie d'une certaine façon. Donc là, je prêche pour ma paroisse. Stark, j'ai toujours mon bac qui vaut plus grand chose. Je l'ai toujours. Je vous l'ai dit, hein, je le gardais par ego et je l'ai gardé par ego et j'assume la bêtise de le garder par ego. Et si c'était à refaire, j'aurais déchargé un petit peu. J'aurais pas autant surexposé, mais c'est comme ça. J'avais envie de faire mon petit bac par ego. Faut accepter d'avoir tort. Techniquement parlant, d'un point de vue tech, c'est toujours un énorme banger. On aura l'occasion de parler des nouveautés. Mais pour ce qui est du jeton, c'est vrai qu'il tire vraiment la gueule, comme l'intégralité des jetons de Layer 2 d'ailleurs. Voilà. Donc bon, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc moi, j'ai jamais l'occasion de vous montrer précisément mon portfolio. Je ne le ferai pas, mais en tout cas, c'est ta relation toxique avec Abdel. Non, pas nécessairement, parce qu'au-delà d'Abdel, tu vois, s'il fallait miser sur un L2 sur une tech, ce serait Optimism ou Starknet. Et voilà, tu vois. Et au final, Optimism aussi, ils font comme le sucre. C'est tranquille. Ce marché est très chiant. Ce marché est extrêmement chiant parce que en fait, il se passe des choses quand les prix montent et dès que les prix baissent, tout le monde retarde les TGE, tout le monde retarde les annonces, tout le monde passe en silence radio, ça devient toxique, ça se moque des uns, ça se moque des autres et c'est absolument tout le temps comme ça. Et c'est pour ça, bah Base n'a pas de jeton. Michou, je te réponds pour ce qui est de Base et Arbitrum. Base n'a pas de jeton. Et pour Arbitrum, bah, c'est un bon projet Arbitrum. Mais pareil, le jeton est pas
pas terrible, quoi. Bah, Base, je sais pas pourquoi vous dites Base, les gars. Base, c'est un banger, mais Base, n'a pas de jetons à proprement parler. Alors après, il y a des jetons qui sont émis sur Base, mais Base, en tant que tel, n'a pas de jetons sur lequel tu peux spéculer. Par contre, tu peux spéculer sur Optimism et je viens de le dire. Et au final, je l'ai pas fait parce que, c'est même pas un gas token. C'est-à-dire que Starknet est un gas token, Optimism n'en est même pas un, tu vois? Donc, mais ouais, ce marché est chiant, mais il est comme ça et c'est pour ça que c'est important de faire d'autres choses que tout le temps le marché, d'avoir, un boulot. Moi, j'ai la chance d'avoir, le privilège d'être youtubeur, de vendre des PC, de gagner des sous à gauche, à droite avec des contrats, de toujours m'y retrouver en fait, niveau fiat. Parce que oui, j'encaisse du fiat, hein, par un moyen ou par un autre, par des vidéos sponsorisées, par des contenus sponsorisés sur mon Twitter, mon YouTube, et cetera. Donc je peux vivre de cette activité. Mais, c'est pas un privilège, pour tout le monde et du coup, bah, si vous aimez cet écosystème, faites comme beaucoup de confrères, ayez un boulot et faites ça à côté en hobby. Et ça vous empêche pas d'avoir un boulot salarié et être auto-entrepreneur et pour, par exemple, être rédacteur ou consultant ou ce que vous voulez. Mais le all-in crypto, il est compliqué. Le all-in crypto, il est compliqué, que ce soit en tant que média, c'est compliqué honnêtement. Mais on lâche pas. C'est-à-dire que voilà, en ce moment, le marché, il est pas terrible, mais il y aura d'autres hauts, il y aura d'autres bas. Faut savoir prendre son mal en patience et surtout, bah, moi, j'accepte peut-être que pendant des semaines, des mois, on va se faire chier. Et je resterai avec vous. On continuera de tweeter, on continuera de sortir du contenu sur Coin Academy, d'améliorer le RoboCoin Academy IA, de machin. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. C'est juste que ça fait partie du jeu et qu'il faut s'aérer l'esprit à côté. C'est hyper important. Entre nous et les scammers influenceurs qui font de la crypto sur Dubaï ne sont pas trop là, ça fait. Ouais, après, le scammer Dubaï, tout ça, il y en a pas 10 milliards, hein, des gars qui font des trucs depuis Dubaï ou en Anon et tout. Bon, c'est qu'il y a des gens qui les suivent, quoi, à la fin, qui leur donnent du crédit, parce que sinon, ça n'existe pas trop. J'y avais pensé vraiment, mais avec les enfants, ça m'a paru vraiment trop risqué. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais en parler avec vous pour ce début d'émission. En fait, c'est un discours, c'est un discours que j'ai toujours tenu, parce que je fais un petit parallèle. Moi, si vous voulez, les gars, à 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai arrêté les études. Je me suis pas endetté pour faire des études sup, je suis pas allé à une fac, rien. J'ai arrêté les études à 18 ans. J'ai créé ma première boîte. Donc c'était un concurrent de Twitch qui s'appelait Gamers Connection. J'étais un des premiers Français à streamer régulièrement. J'ai appris un nombre incalculable de gens à streamer. On a eu du Zach Nani, du Domingo, du Zokairi, du Monsieur le V12, du Skyros, du PFUT. PFUT a commencé chez moi, Gamers Connection, etc. Et c'était mon premier boulot, c'est-à-dire que je suis sorti du lycée, j'étais full-time sur ça, j'étais en colocation, je mangeais même pas à ma faim, et c'était très très dur parce que financièrement, c'était pas terrible. Puis j'ai trouvé du boulot, je suis parti en Irlande, bref, je raconte ma vie. Et j'avais aussi le potentiellement, de rentrer par la petite porte e-sport. J'ai eu des opportunités d'être dans des structures, d'être payé dans des structures. J'ai eu l'opportunité de, comment dire, de sponsoriser des équipes, etc. Mais en fait, c'est des métiers où c'est très 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 compliqué d'avoir un semblant de stabilité et de bien gagner sa vie dans ces secteurs d'activité-là. Et en fait, quand moi j'ai eu mon boulot chez YouPass, qui a eu des hauts et des bas, on m'avait proposé d'être en gros régisseur pour eSport TV, vous connaissez peut-être, j'en avais jamais parlé de ça. eSport TV, c'était je crois sur la TNT ou quelque chose comme ça, c'était une chaîne dédiée à l'eSport. Le salaire, je le trouvais pas ouf et surtout, c'était énormément de responsabilité parce qu'en fait, du haut de mes 20 piges, gérer une émission télé e-sport, gérer la régie, gérer les gens, etc. J'avais pas les couilles. Et ça a souvent été mon cas d'ailleurs plus jeune, ça a été le manque de couilles. Voilà. Si, je suis toujours en contact avec ces streamers, hein, Curly, surtout toute la clique autour de Call of Duty, que ce soit Riskin, Lowan, Skyros, que j'apprécie beaucoup. Skyros, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Pour le peu qu'on se parle, c'est un mec ultra respectueux. Et les autres, un petit Gotaga de temps en temps. Squeezie, ça fait des années qu'on n'a pas parlé, les gens comme ça. Mais bon, bref. C'est juste que c'est un monde où c'est compliqué, si t'es pas sur Paris et que tu fais pas des featuring dans tous les sens, de tenir. Ou alors, t'as intérêt d'avoir un audimat de dingue. Et comme moi, à l'époque, je parlais de crypto, mais c'était compliqué de se faire de la caillasse en crypto sans rentrer dans un game lien d'affiliation dans tous les sens, ou alors vente de formation. J'ai fait ni l'un ni l'autre, hein. Personnellement, je ne critique pas ceux qui le font. C'est juste que moi, j'ai pas forcément souhaité le faire à un instant T. Du coup, je suis resté sur la partie gaming, et sur la partie gaming, c'est aussi très compliqué de se sortir un billet. Donc voilà. Et en fait, la grande différence aujourd'hui, pour en revenir à Coin Academy, non, ça sert à rien les messages comme ça.
Squeezie, il est ultra bosseur. Franchement, les gens qui crachent sur Squeezie, avec tout ce qu'il fait, les GP Explorer, les formats, la boîte de prod, à l'époque, une vidéo par jour et tout, c'est un monstre, tu vois? C'est un monstre. C'est comme les nouvelles générations, Amin Matoué, Bully et tout, ils ont fait des trucs de fou, c'est des monstres. Full respect. Voilà. Moi, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien rester dans mon truc, le gaming, etc., les cryptos. Et en fait, ce qui fait que ça se passe bien avec Coin Academy aussi, c'est que j'ai Léo, donc Picsou, et d'autres qui sont chacun à leur place, qui sont capables de ramener du business. Moi, je peux rester concentré sur les fondamentaux, faire un petit peu ce qui me plaît. Donc, en fait, c'est la belle vie. C'est la belle vie, c'est le privilège. C'est le privilège. Donc voilà pour la petite intro. Je vous propose d'enchaîner sur les actualités. Et puis, moi, je continue de voir le chat. Je ficherai plus à l'écran, simplement. Allez, c'est parti. Vous êtes insupportable par rapport à ce que je dis, franchement. Mais bon, c'est votre droit. Hein, vous avez le droit de penser comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, de toute façon? Alors, j'enlève mon bordel 2 secondes. Et on attaque. D'ailleurs, Vita gagne. Ah oui, c'est la finale Vitality, là. Nice. Il joue contre Mouse ou c'est l'autre qui avait gagné la semi-finale? Je sais plus. On parle de Counter-Strike 2. Bon, je me permets. Vous voyez, je suis tout seul, donc je me permets juste de. Ouais, Mouse. Ok, stylé. Ce sera la. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est Counter-Strike 2, c'est le jeu e-sport le plus joué au monde avec League of Legends. C'est la finale. Team Vitality est une équipe européenne composée de Zaewu et Apex qui sont deux Français. La structure Vitality, elle a été créée par Neo. Et pour la petite histoire, c'est pour ça que je me permets aussi. Neo, c'était mon chef de structure à l'époque. Donc, je vous donne un dossier. Il faut que je le retrouve. Laissez-moi 2 secondes. Et après, on attaque sur l'actualité. Voilà, c'est le petit stream à la bonne franquette. Permettez-moi de vous montrer. C'est le petit flex du soir. Incroyable, je l'ai. Regardez ça. Rencontre abonnée Epsilon and Friends. Lyon, il y a 12 ans, donc c'était en 2013. Et là, je vous envoie le lien dans le chat carrément. Je ne le mettrai pas en description YouTube. Il n'y a que ceux qui sont en live qui auront le lien direct. Vous allez pouvoir voir Capet 12 ans plus tôt, cheveux courts, toujours avec une peau terrible, en direct de Lyon. Et en fait, c'était notre première rencontre abonnée à l'époque avec les collègues de Lyon. Sur la fin, vous allez pouvoir voir la fine équipe. Donc, Spuns, qui est l'associé de ma première boîte, qui est donc le créateur d'Epsilon à l'époque. Et donc, pour la petite histoire, en fait, à l'époque, si vous voulez, j'étais chez Mythix avec Gotaga. Puis Mythix a dû fermer la structure faute de financement. Donc, Neo a récupéré pas mal de joueurs e-sport. Il a créé la première structure e-sport française qui salariait ses joueurs qui s'appelait EpsiBurn. Donc, Burn Controller étant le principal sponsor. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que chez EpsiBurn, tu avais Carnage, Broken de Gentlemate. Tu avais Gotha. Et si je dis pas de bêtises, tu avais Azox. Voilà. Et en fait, souvenez-vous, Millennium avait récupéré 2 joueurs. Ils avaient récupéré Carnage et Gotha. Donc, ça avait un petit peu cassé le modèle Epsilon. Donc, du coup, Neo, il a stoppé la structure Epsilon. Il a fait le nécessaire pour se rapprocher de Gotaga. Ensuite, il y a eu Team AAA. Non, j'avais 16 ans et demi, je crois, sur cette vidéo. 16 ans et demi, 17 ans. Ensuite, Team AAA ont créé un roster Call of Duty. Souvenez-vous, AAA, Gotaga et tout. Et puis, ils ont créé Team Vitality. Voilà. Neo et Gotha ont créé Team Vitality et c'est de là que ça part en fait. Donc c'est pour ça que le monde de l'e-sport est très très petit. Et donc moi, ça a été un gars qui m'a beaucoup poussé à faire du contenu. Il est monteur vidéo, hein, Neo. Et Nicolas, le CEO de Vita, ouais, le bon collègue de Neo, tout à fait. Voilà pour les histoires. Steels Gamer, Epsilon Neo. Donc c'était la petite parenthèse. Du coup, bah forcément, Vitality, je suis toujours, évidemment, et c'est un beau projet. De même que 3D Max, d'ailleurs. 3D Max, équipe Counter-Strike, là, ça c'est du bon. Et le fondateur de 3D Max, enfin, le gars qui a récupéré l'affaire 3D Max, c'est un gars qui a make it en crypto et qui utilise ses fonds crypto pour payer ses joueurs. Voilà. Donc, il y a toujours un petit lien e-sport, crypto, et on aura l'occasion d'en rediscuter à un moment ou à un autre. Allez, c'est parti. Du coup, encore une fois, bah merci à Bitpanda de sponsoriser les émissions Masterclass. Bitpanda qui est un exchange qui vous permet d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies en fiat, en crypto bien sûr. Vous avez la possibilité d'investir aussi sur toutes sortes d'actifs. Et je me suis encore planté sur le lien ClickUp, pardon. Toutes sortes d'actifs, vous avez des ETF, des actions, des indices, des métaux précieux, des matières premières. Levier, j'en parlerai pas. C'est pas mon game. Je ne conseille pas aux personnes qui ne maîtrisent pas ce type d'outils, voilà. Donc, avec des frais qui sont appétissants sur Fusion et en plus en ce moment, en fonction de votre volume de trading sur Fusion, il y a un petit cashback. Nos matchs de Vita, c'est nul. Ah, j'ai pas vu là. Je peux pas regarder Counter-Strike. Me spoilez pas le match, s'il vous plaît. Donc, vous voyez que le titre de cette émission, c'est Solana réussit sa décentralisation.
Alors, souvenez-vous, sur les 2 émissions précédentes, je vous ai dit que Solana avait tenté de pousser une mise à jour de son inflation avec un système dynamique. Et du coup, il y avait des gens pour, il y avait des gens contre, mais ça poussait plutôt pour du côté des gros validateurs et du côté des gens de la fondation, à l'exception de la présidente qui était plutôt mitigée. Eh bien, sachez que pour que le vote passe, il fallait au moins 66,67% de oui. On n'a eu que 61% de oui, avec justement, comme écrit ici, des petits validateurs qui se sont mobilisés. Ouais, j'ai vu l'anecdote de Zerator, ouais, tout à fait. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au final, même avec Multicoin, le gros VC qui pousse, des gens de la fondation qui poussent, des gros validateurs qui poussent, parce qu'en fait, les gros validateurs, ils font des sous, mais eux, ils ont envie que ce soit le Solana qui se valorise. Tandis que les petits validateurs, le problème, c'est que si tu réduis vachement l'inflation, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, ils n'ont plus qu'à couper la machine, quoi. Eh bien, les petits validateurs plus le retail ont gagné, en tout cas sur cette proposition. Donc, il y aura probablement une proposition similaire qui sera refaite plus tard, avec peut-être une baisse de l'inflation moins agressive. Mais en tout cas, le test de la décentralisation a été réussi. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, Solana, ça tombe en panne, oui, c'est trop centralisé, patati patata. On a eu un vote de gouvernance avec énormément de votes on-chain, vraiment énormément. Et au final, c'est le retail qui a gagné sur ce coup-là. Donc, c'est ce qu'on attend de la décentralisation et de la gouvernance on-chain. Donc, plutôt cool. Ensuite, on a Mika, donc les régulateurs européens qui enquêtent sur le wallet Web3 d'OKEx après le hack de Bybit. En gros, pour faire très court, vous savez, Bybit a été hacké, quelque chose comme 1,5 milliard de dollars, et une partie des fonds ont été blanchis, rendus intraçables, gelés, etc. Et donc, les hackers sont passés aussi par les solutions décentralisées d'OKEx pour pouvoir rendre les fonds non traçables. Et du coup, c'est un protocole décentralisé. Donc, en soi, la réglementation n'est pas censée tomber. Mais certains régulateurs, comme ceux d'Autriche et de Croatie, ont dit la décentralisation est la bon dos. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose? Donc, voilà. OKEx s'est défendu en disant que comme d'autres exchanges, c'est un wallet non custodial, c'est des systèmes décentralisés, etc., qu'ils ont fait le nécessaire à leur niveau. Bon, affaire à suivre. Mais si les régulateurs commencent à casser les pieds à des exchanges ou des gros acteurs qui gèrent des gros protocoles, on n'a pas fini de nous casser les pieds. C'est-à-dire qu'on a eu la période où Tornado Cash, on a eu le développeur qui s'est fait arrêter, ça a duré des mois et des mois et des mois. Trump est passé président, on a réussi à lui lâcher la grappe. Et là, ils essaient de gratter, quoi. Donc, mon avis là-dessus, bon, d'un côté, je comprends, tu vois, tu dois pas faciliter des opérations de blanchiment à grande échelle. Surtout que là, c'est les fonds des utilisateurs, d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que tu leur donnes le doigt, ils prennent le bras, quoi. Donc là, s'ils commencent à s'attaquer aux produits OKEx, c'est quoi la suite, quoi? C'est Uniswap, c'est Defi, Lamia Swap, les agrégateurs, etc., etc. On n'en peut plus, tu vois. Ensuite, Starkware, donc une réserve stratégique en BTC, une transition de Starknet vers un layer de Bitcoin. Alors souvenez-vous, Starknet qui nous expliquait que déjà dans un premier temps, il voulait pas être l'extension seulement d'Ethereum, mais aussi une extension pour Bitcoin avec un settlement sur Bitcoin et sur Ethereum pour permettre à Bitcoin et à Ethereum de scaler. Ok. Et ils ont commencé à militer sur le fait que ça pourrait être bien de réactiver la fonction OP4 sur Bitcoin qui faciliterait du coup l'intégration de ZK Rollup. Mais il faudrait que du coup on réactive OP4 sur Bitcoin. Il y a pas mal de Bitcoiners qui sont pas forcément pour, sans forcément être contre, mais simplement, voilà, si ça a été désactivé, c'est pour une bonne raison. Le moins Bitcoin permet de faire de choses, le moins de failles possible il y a au sein du protocole. Donc il y a des pour et il y a des contre. Du coup, Starknet, ils ont dit, ok, bon, si OP4 ça se fait pas, on avance sur d'autres solutions. Donc les deux autres solutions sont les suivantes. On a déjà un bridge basé sur BitVM, qui est ce qui se fait de mieux actuellement en solution possible pour pouvoir faire des roll-up en surcouche de Bitcoin, et aussi une solution multisig classico gérée par Starknet, mais c'est pas le summum de la décentralisation. Comme ça, ils avancent déjà sur la création d'un écosystème en surcouche de Bitcoin et en complément sur Ethereum, bien sûr. Si OP4 ça passe, c'est tant mieux, ils sont ready. Et si ça passe pas, c'est pas grave. Ensuite, pour ce qui est de la réserve stratégique, on n'a pas trop d'infos. On sait juste que ils vont se faire un petit trésor en Bitcoin, donc s'aligner de plus en plus avec Bitcoin. Eux, je pense aussi que d'un point de vue stratégique, là, je vais pas parler en leur nom, mais ils se disent, si Ethereum fail,
bah, il y a toujours Bitcoin. S'ils avancent de concert, et ben, ça leur permet d'être sur les deux. Et aussi, ils vont lancer une saison dédiée à la DeFi sur Bitcoin. Donc, ils vont commencer à créer toutes sortes de produits sur Bitcoin avec un premier produit que j'ai trouvé très intéressant, de pouvoir payer sur le réseau Lightning Network de Bitcoin avec un wallet. Excusez-moi. Donc, comment ça se passe? Eh bien, simplement, vous scannez un QR code comme si vous alliez payer en Bitcoin. Sauf que vous allez payer en jetons Stark de Starknet, donc ça rajoute une utilité au Stark. Et les Stark sont directement échangés contre des Bitcoins et le paiement se fait derrière en Bitcoin. Et ça, ils vont pouvoir le faire avec, je pense, tous les jetons de l'écosystème Starknet, pas seulement Starknet dans un premier temps. Et ça va permettre d'avoir un petit peu de DeFi sur Bitcoin. Donc la DeFi sur Bitcoin, je suis toujours un peu mitigé, mais il y a toujours cette spéculation de se dire, bon, bah, Bitcoin, c'est le plus gros. Peut-être qu'il va y avoir de la DeFi qui va se créer sur Bitcoin à un moment ou à un autre. Ensuite, on a le fondateur de Telegram qui a enfin eu l'autorisation de quitter la France, donc il va se diriger vers la ville de Dubaï. Il avait été arrêté en août 2024. Il ne s'est toujours pas exprimé sur cette affaire, mais dès qu'il est sorti de prison, enfin, ouais, de prison, hein, si je dis pas de bêtises, le Ton a pricé l'information directe. Donc plutôt cool. Pourquoi ce type de live? Bah, je viens de l'expliquer. Je l'ai expliqué par rapport à Solana il y a quelques minutes. Il s'agit d'un vote de gouvernance qui est pas passé justement, où il y a eu suffisamment de non pour que ça passe pas, et du coup, bah ça a permis de montrer un petit peu la capacité de la décentralisation de Solana. Bref, donc je reviens sur Ton, le petit plus 30% qui fait plaisir. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Ton? Je sais pas. J'imagine que oui, parce que pour rappel, si vous voulez, il y a plein d'applications décentralisées qui sont construites sur Ton et sur l'écosystème wallet Ton. Et depuis peu, les applications qui sont construites en surcouche de Telegram doivent utiliser le Toncoin et la Tonchain. Ils ne peuvent plus utiliser d'autres blockchains, ça a été interdit. Ce qui fait qu'il y a certains projets qui vont mourir, d'autres qui vont s'adapter, etc. Le but étant de valoriser un maximum cette blockchain. Cette blockchain, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? C'est pas le pire, c'est pas le mieux. Ça reste assez peu cher, assez performant, mais on est quand même à des années-lumière de Solana ou des Layer 2. Du coup, eh bien, mitigé, mais ça reste un gros projet parce qu'il est lié à une grosse application. Donc pour moi, ça fait partie quand même des Layer 1 où tu peux pas dire ouais, ça va partir à la cave, on s'en fout. Non, il y a quand même un effet de réseau qui est énorme. Alors je me suis pas amusé à regarder la TVL sur DeFi Llama, on va le faire tout de suite. Voilà, rien d'explosif en fait. Rien d'explosif depuis la prison. En fait, on a été monté à 746 millions. Depuis, ça a fondu comme le sucre. Est-ce qu'il va y avoir un rebond de la TVL? Voilà. Ensuite, Hyperliquid secoué par une liquidation. Alors, je vais malheureusement pas l'expliquer convenablement. La seule chose que j'ai compris, c'est que comme il y a quelqu'un qui a pris une position avec énormément d'argent, il semblerait que le protocole a eu du mal à liquider convenablement. Et je m'excuse parce que j'ai peur de dire une grosse bêtise à ce sujet-là. Je laisserai Picsou l'expliquer une prochaine fois. Mais en gros, c'est pas un truc de dingue, voilà. C'est pas, oui, il faut s'inquiéter, Hyperliquid, ouais, en fait, c'est de la merde. Ouais, moi, j'ai toujours cru que c'était de la merde. Ouais, les gars qui ont chill Hyperliquid sur les réseaux sociaux, il faut les insulter et tout. Non. Ça a quand même créé un petit peu de panique, évidemment. Et du coup, eh bien, ils ont décidé de changer le levier sur Bitcoin et le levier sur Ethereum pour éviter de rencontrer ce type de problème. Ensuite, bon, le Volt, il a un peu plus de 400 millions de TVL. Ils ont perdu 4 millions, donc 1% du total. Donc, c'est pas non plus un truc de dingue. C'est pas non plus un truc de dingue, et c'est un truc qui peut arriver à plein de protocoles à partir du moment où il y a des gens qui arrivent avec des sizes énormes. Voilà. Au final, comment ça réagit niveau prix? Parce que je pense que c'est ça qui nous intéresse. Ça a fondu un petit peu, quand même. Ça fait quelques temps que ça fond. Là, ça l'a envoyé à 12 dollars, à peine au-dessus des 12 dollars. Il y a eu petit rebond. Comme pas mal d'alt, ça a refondu un petit peu. Moi, personnellement, je surveille. Je ne sais pas si ça va monter, je ne sais pas si ça va baisser. Mais quitte à ce que je rentre, je vais être gourmand et je vais le laisser aller plus bas s'il va plus bas. S'il va pas plus bas, c'est tant pis pour moi. Mais c'est comme ça que je réfléchis, puisque comme je l'ai dit en début d'émission, moi, je suis plutôt tenté, si je devais me repositionner, d'aller chercher du Solana. Du Solana et peut-être du Ethereum. Mais là, c'est pareil, je suis mitigé. C'est pas que je crois pas à Ethereum, c'est qu'en ce moment, il y a un doute qui plane, et que ce doute qui plane, il a besoin d'indicateurs, donc un prix qui remonte, des informations macro qui sont plus favorables, un marché qui est un petit peu plus intéressant à surveiller, pour que ça me mette bien. Voilà. Ça se trouve, on continuera de baisser, ça se trouve pas, j'en sais rien. En attendant, je touche à rien.
tout simplement. Ensuite, la Russie, visiblement, utiliserait de la crypto, c'est-à-dire des bitcoins, de l'Ethereum et de l'USDT pour contourner les sanctions occidentales pour son commerce pétrolier, notamment avec les pays comme la Chine et l'Inde. C'est pas les premiers à le faire. Je sais pas à quel point ils utilisent des grosses sommes, mais voilà. Et dans le chat, on me dit arrête tes couilles, Solana, on achète à 60 $, pas avant. Ouais, on verra si on y va. On peut, hein, peut-être. Mais je pense que si on refait une chute aussi bas, ça pue sur Solana. Donc moi, sans être trader, je veux bien que ça fonde, parce qu'il a fait une grosse poussée, tu vois. Mais il y a des limites dans la fonte. Ensuite, Ethereum, on a enfin une finalité sur le testnet Oleski. Ça a mis du temps. Je vous l'avais dit dans les émissions précédentes, et du coup, je vous avais dit, je ne pense pas que la mise à jour Ethereum Pectra arrivera sur le mainnet. Eh bien, il semblerait que ce soit prévu pour fin avril, début mai, jusqu'à nouvel ordre. Prévu pour fin avril, début mai au pire, après un dernier test sur un nouveau testnet nommé Audi. Voilà. Ensuite, l'Argentine qui a mis un mandat d'arrêt international contre le responsable du meme coin Libra. Donc ça, on va surveiller. En plus, on a appris récemment, par le biais de BubbleMap, qu'il aurait lancé un autre shitcoin entre-temps qui s'appelle Wolf, je crois, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi le Loot Wall Street... le fameux Loot Wall Street allait lancer un meme coin. Du coup, il a lancé une cochonnerie. Et puis voilà pour le coin hebdo. Ensuite, on a des trucs assez intéressants. On a le client Rust ETH qui est passé en version 1.3. Donc, les améliorations permettent de réduire la latence du client, ce qui pourrait permettre d'avoir des layers 2 bien plus sympas. Puisque justement, qui profiterait de cette latence, donc avoir une finalité plus courte, un block time plus court. Donc, ça continue de s'améliorer et ça profite aussi bien au layer 2 que plus tard au layer 1, si besoin est. Ensuite, toujours dans la foulée, on a un projet de stateless client qui arrive. Donc, c'est pas un client d'exécution, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un client qui pèse que dalle. Donc, qui peut tourner sur un appareil qui n'a pas besoin d'avoir des terras et des terras d'espace de stockage pour pouvoir se synchroniser avec l'état de la blockchain. Seulement 14 gigas. Et donc, ça permettrait de faciliter la décentralisation du protocole, c'est-à-dire qu'on aurait d'autres clients qui auraient tout l'historique et on aurait ce client qui a une petite partie de l'historique. Voilà. Et ça pourrait là aussi améliorer les performances du Layer 1. On a cette petite news qui est passée un petit peu à la trappe et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Voilà, Solana supporte à présent la signature et la vérification des messages sur Ethereum et Bitcoin, ce qui pourrait faciliter des applications multi-chain entre Ethereum et Solana. Donc, on n'a pas vu encore, je crois, de cas d'usage à ce sujet-là. On sait cependant que ça a été poussé par Dean sur son GitHub et que Dean, très branché écosystème Solana. Maintenant, j'ai envie de parler des layers 2 rapidement. Chasse aux sorcières oblige. Oh, regardez... ça baisse, la honte, les VC sont rentrés à 1,8 milliard de valo, sauf que là on est descendu à 350 milliards, donc ils sont en perte sèche et en plus ils sont bloqués pendant des mois. Voilà aussi la vie d'un VC. Effectivement, des fois tu ne gagnes pas. Des fois, tu ne gagnes pas, même si le projet il arrive survalorisé, tu ne gagnes pas et tu te retrouves capette pas de musique. Non. Tu te retrouves avec une perte significative et en fait, tu te rends compte que pour beaucoup de projets de Layer 2 Ethereum, ça a été la fonte des glaces. Voilà, la fonte des glaces. Mantle, pourquoi il se remonté? Je sais pas trop, mais je sais que c'est le Layer 2 de Bybit. Mais pour ce qui est des autres, vous voyez sur 30 jours, Polygon moins 35%, Arbitrum moins 31%, Optimism 30%, Movement, pas vraiment un Layer 2 pour moi, mais bon, bref, 26%. Mutable, etc. Donc, grosse fonte de partout. C'est d'une violence inouïe. Hein. Prom, je sais même pas ce que c'est. C'est la première fois que j'en entends parler. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de sim swapping. On a nos confrères de The Big Whale qui ont failli subir une grosse dinguerie. Donc, on a Raph qui a subi une attaque de type sim swapping. Alors, je vais vous en parler parce que j'avoue que j'y pensais genre 48 heures, comme je suis en train de préparer une formation sur la sécurité. Je pensais à et si je subissais le sim swapping. Donc je me suis posé la question, comment tu fais du sim swapping? Alors le sim swapping, en général, la technique elle est assez simple. Tu vas voir, en fait, bon, je vous donne la technique, c'est pas pour que vous puissiez reproduire, c'est qu'en fait si tu cherches un petit peu sur internet, tu comprends. Donc je vais vous expliquer la technique pour attaquer, pour que vous puissiez vous défendre. Quand tu connais le numéro de téléphone personnel de quelqu'un, tu peux aller sur internet et taper par exemple trouver l'opérateur de tel numéro et ça veut dire le 06 machin appartient à SFR ou Orange, ou Bouygues Télécom, etc. Soit tu es très bon et tu arrives à emboucaner avec des emails ou au téléphone un support client, soit tu te rends directement en boutique et tu les emboucanes, soit, pire encore, tu connais des proches à toi qui bossent chez un opérateur
et tu te débrouilles pour arriver, désactiver l'ancienne carte SIM, récupérer une nouvelle carte SIM vierge et injecter le numéro sur cette carte SIM. Ce qui fait que tu prends possession du numéro de ta victime. Et comme tu prends possession du numéro de ta victime, tu peux détourner les SMS. Donc, si tu connais le mot de passe de ta victime ou que tu as des trucs qui sont sécurisés exclusivement par SMS, tu peux le niquer. Prendre contrôle du mail, de l'exchange, du PayPal, du Twitter, de ce que tu veux. Première chose, vos emails, vos comptes Google, Facebook, Insta, Twitter, machin, évitez d'avoir votre numéro de téléphone comme 2FA. Et précision très importante, très souvent, vous avez un connecteur type Google Authenticator et tout pour vous connecter, mais vous avez oublié de supprimer le numéro, donc il est aussi toujours présent en guise de 2FA. Donc faites le nettoyage, parce que le SIM swap peut arriver à tout le monde. Voilà. Évitez, comme la peste, d'avoir un 2FA avec votre numéro de téléphone. Mettez un authenticateur à la place et idéalement un authenticateur physique comme votre Ledger, parce que votre Ledger peut aussi servir d'authenticateur physique, ou une YubiKey ou autre, avant de vous faire niquer. Pire encore, toujours dans la logique de la sécurité, mais ça on en parlera dans la formation, partez du principe que simplement votre email et votre mot de passe, c'est insuffisant pour sécuriser un compte. Donc partez du principe qu'à tout moment, si votre hacker ne vous connaît pas humainement, qui peut pas avoir accès à vos connecteurs physiquement, il peut vous pirater. Okay. Votre email, il peut le trouver dans une base de données piratée à partir de votre nom, prénom ou votre pseudo. Ouais, Ledger peut servir de 2FA. T'as une application qui te le permet. Ouais. Je l'ai appris récemment, mais oui, tu peux le faire. Regarde sur Internet, Ledger 2FA. Voilà, t'as Fido U2F qui est une application que tu installes dans l'App Store d'application de Ledger et tu peux utiliser Ledger comme un connecteur Fido physique. Voilà. Prenez le temps quand même de vous renseigner à ce sujet-là, pas faire de bêtises, mais ça peut servir. Donc oui, à partir de votre nom, prénom, peut-être qu'on peut trouver votre pseudo ou inversement. Et on peut trouver votre email. Et à partir de votre email, on peut savoir dans quelle base de données piratée vous êtes. Et à partir d'une base de données piratée qui se trouve sur le darknet ou sur le clean web, vous pouvez trouver un ancien mot de passe. Donc vous avez un email et un mot de passe. Et si votre victime elle change pas régulièrement ses mots de passe, vous pouvez rentrer. Donc il reste comment on peut rentrer, soit avec l'authenticateur, soit via les SMS, via un code de secours, etc. Donc pareil, les gars, les codes de secours, si vous mettez ça sur un drive et que le drive il se fait pirater, vous vous faites déchiqueter dans tous les sens. Donc variez les mots de passe et il y a un mot de passe spécifique pour votre exchange, un mot de passe spécifique pour votre email, un mot de passe spécifique pour votre Twitter, un mot de passe spécifique pour autre chose, pour limiter la casse. Et en plus, ça vous permet de deviner le vecteur d'attaque parce que quand quelqu'un essaie de se connecter à ton compte, tu te poses la question, quel est le vecteur d'attaque? Est-ce qu'il a mis un virus sur mon PC? Est-ce qu'il a récupéré mon mot de passe sur une base de données? Est-ce qu'il a intercepté mon mot de passe sur un Wi-Fi public d'aéroport ou dans un hôtel, etc. Parce que les Wi-Fi publics sont extrêmement mal chiffrés, donc des gens qui ont des connaissances en réseau peuvent filtrer les paquets sur le réseau du Wi-Fi public et récupérer votre mot de passe. Il y a des façons diverses et variées de vous niquer. Donc partez du principe que à tout moment, votre mot de passe, il a été récupéré par quelqu'un. Donc il faut un autre connecteur physique, idéalement, pour protéger vos comptes. Est-ce que Apple Password c'est safe pour ça? Tu parles du gestionnaire de mot de passe d'iCloud. Bah, c'est safe, oui et non. C'est-à-dire que si tu te fais pirater ton iCloud, alors c'est compliqué, tu vois, mais si tu te fais pirater ton iCloud, c'est l'open bar. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, en fait, ne mettez pas votre seed phrase crypto dans un cloud ou ce genre de choses, parce que s'il récupère l'accès au cloud, c'est open bar. Et c'est pour ça que les hot wallets, bon, vous pouvez avoir ça dans un fichier texte ou autre que vous mettez sur une clé USB. La clé USB, vous la mettez dans un coffre, donc la clé USB elle n'est pas connectée à Internet, juste les saves sur le cloud c'est crypté, oui, mais enfin si quelqu'un accède à ton cloud ou intercepte les paquets ou que sais-je, t'es niqué, tu vois. Ou je sais pas, t'es en plein stream ou peu importe, tu montes ton Google Drive et puis t'as une prévisualisation des trucs que t'as sauvegardés, t'es niqué. Bitwarden, Dashlane, OnePassword, l'extension iCloud, tout ça, faites attention. Si vous voulez une solution de gestionnaire de mots de passe en local, vous avez par exemple KeePass. On va en parler dans la formation. KeePass, c'est un logiciel que vous téléchargez. Ensuite, avec ce logiciel que vous allez installer, ça va vous demander un mot de passe maître. Donc, mettez un mot de passe unique, spécifique à ça. Et ensuite, ça va vous générer un fichier. Et en fait, vous devez exécuter le logiciel, charger le fichier pour avoir accès aux mots de passe qui sont stockés sur KeePass. Ça veut dire que c'est pas du cloud, donc ce fichier, vous pouvez le mettre sur le cloud, vous pouvez le mettre sur une clé USB, vous pouvez le mettre sur plusieurs ordis, parce que même si un hacker intercepte le fichier de KeePass, tant qu'il n'a pas le mot de passe maître, il peut pas déchiffrer ce qu'il y a sur le fichier. Donc c'est aussi une alternative.
Voilà. KeePass, c'est pas mal. Le logiciel est pas très joli, mais ça fait le café. Si on trouve une seed phrase sans savoir à quelle wallet ça appartient, c'est risqué, autant trouver une clé par terre. Alors, le risque, Très bonne question. En fait, quand tu as accès à une seed, déjà, il y a une attaque très connue en ce moment dans les commentaires YouTube. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on sort une vidéo sur YouTube, Spectre App, non, je connais pas. À chaque fois qu'on sort une vidéo, tu as toujours un message automatique qui dit ouais, OKEx Wallet ou Trust Wallet, voici ma seed phrase et tout. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils programment un robot sur le wallet. Ils vont laisser quelques dollars sur le wallet, de sorte à ce que vous déposiez des fonds sur le wallet, comme des Ethers ou autres. Et ensuite, dès que vous déposez des fonds, il va instantanément détourner les fonds sur un autre wallet. Donc, si vous voyez un gars qui vous donne sa seed de cadeau sur Internet, c'est pour essayer de vous niquer. KeePass XC, ok, je connaissais pas. Je connaissais pas KeePass XC for Linux, macOS. D'accord, avec une interface plus sympa. D'accord, je ne connaissais pas. Cool. Donc voilà pour les nouvelles. Et puis quand vous avez un doute, demandez à l'IA. Hein. J'ai vu ça. Est-ce que c'est un moyen de me niquer? Et il y a moyen qu'elle te réponde. Oui, ils essaient de te niquer. Voici les vecteurs d'attaque possibles. On va vous montrer plein de trucs pour essayer de vous protéger. Ça vous permettra de limiter les vecteurs d'attaque. Et heureusement, Raph a pu récupérer rapidement l'accès à son compte. J'ai eu des infos à ce sujet. Je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, ils ont très bien réagi. Et ça fait encore une fois penser au fait que c'est bien d'avoir un connecteur physique pour protéger les comptes importants. Ok, chiffrage via mot de passe plus YubiKey pour KeePass X, c'est très intéressant. Un fichier texte avec une seed sans mettre en face quelle wallet. Après, bon, si c'est une seed, en général, c'est compatible avec plein de wallets. Donc ça va être compatible soit avec MetaMask, soit avec Bitcoin. Enfin, t'en testes quelques-uns des wallets et voilà. Merci beaucoup Zargos pour le podcast Unhosted. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, Pic qui tire la gueule. Hein. Pic, il fait mal en ce moment niveau prix. Intégrera sur son mainnet courant troisième trimestre les dernières optimisations de Polkadot. En ce moment, Polkadot essaie de se refaire une petite santé, notamment en améliorant ses TPS et son block time. Ils ont sponsorisé aussi l'équipe e-sport Heroic et ils ont fait un petit tournoi. En gros, tu as une map qui a été faite en partenariat avec Polkadot et il faut essayer de terminer la map le plus rapidement possible. Et je crois que tu as un cash prize. Bref, ils essaient de se refaire une petite santé. Et comme Pic est basé sur le framework de Polkadot et est interconnecté à Polkadot, ils vont intégrer les améliorations. Moi, je vais pas vous mentir, Pic, je suis investisseur. Et Pic, on aura l'occasion d'en reparler. Le narratif me plaît. Il n'y a pas de doute. Hein. Le narratif me plaît. Par contre, ils ont sorti une campagne d'airdrop, en fait, où tu dois utiliser les différentes applications de l'écosystème. Je suis resté vraiment sur ma faim. Je m'attendais à ce que Mint à NFT soit plus rapide, que ce soit un petit peu plus ergonomique. À leur niveau, au niveau du protocole, mais aussi au niveau des applications. Hein. J'ai pas trouvé les applications folles à un instant T, hein, et je pense que j'ai pas été le seul. Donc ouais, j'ai fait une partie de la campagne GetReal et voilà, je m'attendais à mieux. Alors après, t'as plein d'altcoins qui ont fondu, mais je pense que la campagne GetReal, en plus de comment ils ont géré l'airdrop pour les gens qui avaient staké du Crest, etc., ça leur a mis un petit coup dans le bec. Voilà. Donc affaire à suivre, en sachant que les investisseurs sur CoinList, ils sont rentrés à 333 millions de valos. Nous, en tant qu'investisseurs privés, on est rentré plus bas. Il y a des gens qui sont rentrés encore plus bas. Donc voilà, il y a quand même encore à ce niveau de prix-là des gens qui sont en positif. Maintenant, un projet de cette envergure, à cette valorisation, la question se pose pour rentrer, tu vois. Ça peut continuer de baisser, évidemment, mais la question se pose pour rentrer, évidemment. C'est juste qu'en ce moment, on est dans une période où tous les gens sont dégoûtés des altcoins et se disent les altcoins vont à zéro, donc t'as tout qui font. Mais vous savez, on est sur un marché qui aime beaucoup le casino. Hein. Et du coup, bon, quand ça repartira, je ne sais pas quand, ça repartira sec. Et tous les projets qui sont un petit peu plus hype que la moyenne, comme Solana, hype, Ethereum, je pense Ondo, je pense Plume, je pense Pic. J'insiste, je n'ai pas la science infuse, hein, ou Sui, ou peut-être Aptos, ou ce genre de choses. Voilà, c'est juste qu'on ne sait pas où est le bottom. Polkadot 2.0, oui, en fait, c'est Polkadot Jam. C'est surtout ça, ça va être faut que je lise le grey paper de Jam. Mais en gros, ouais, Polkadot va pousser à mort les performances. Ils ont une vision un petit peu différente de celle de Ethereum. Et du coup, je suis ça avec beaucoup d'attention, sans pour autant avoir poncé le sujet. Parce que d'un côté, en fait, Polkadot n'a aucun effet de réseau. Aucun effet de réseau. Je suis un peu dur. Très peu d'effets de réseau. Mais d'un autre côté, c'est des cracks. C'est des cracks. Et peut-être qu'en fait, ils pourraient à un moment se réveiller et remettre les projecteurs sur eux parce que justement, il
il y a de la performance, il y a un block time bas, il y a de la décentralisation avec un gros coefficient de Nakamoto, etc., etc. Donc, je ne signe pas la mort de Polkadot, c'est comme Cosmos, mais pour autant, ce serait pas mon choix privilégié personnellement si je devais rentrer sur une big cap. J'aurais une préférence sur un Solana ou un Hyperliquid. Et donc, je ne possède pas de Polkadot. On m'a posé la question. Ensuite, un petit peu dans la foulée des protocoles du restaking et surtout protocoles qui peuvent permettre de pousser les performances d'Ethereum. Eigenlayer qui est autour des 1$, un petit peu plus actuellement, on est à 1,10$. Il a pris très très cher, Eigenlayer. Donc je me dis, pareil, est-ce que Eigenlayer n'a pas été survendu ou est-ce que justement c'est un Nothing Burger? Je ne pense pas que ce soit un Nothing Burger. Donc, mine de rien, on a des altcoins qui sont sortis peut-être trop valorisés, qui commencent à être des prix intéressants. Ça donne des envies, voilà. Ça donne des tentations pour des gens qui ont des fortes convictions. Eigenlayer étant le DA layer le plus performant qui soit actuellement, en plus d'être un protocole de restaking. Donc, tu mises un petit peu sur ces deux narratifs. Et pour la concurrence, tu as Solayer, qui est initialement le plus gros protocole de restaking sur Solana, voilà, et qui, en plus de ça, va être un Layer 1 alternatif, forqué de la machine virtuelle de Solana avec des performances encore supérieures sur le papier à MegaETH. Donc, Layer, j'avoue être impressionné. Mais en fait, la différence, c'est que voilà, il y a des gens qui sont rentrés à 300 millions ou 400 millions de FDV ou voilà, nettement moins de 1 milliard. Et il est sorti, voilà, autour d'1 milliard de FDV. Donc, du coup, il n'est pas sorti ultra survalorisé. Comme après le marché, il a fondu, il a baissé. Il y a des gens qui ont pu rentrer à 60 centimes. Donc, c'est cool. Donc, pour le moment, la charte, elle fait moins pitié que les autres, en fait. Je suis investisseur sur Solayer. Voilà. J'ai investi via le Launchpad Biddlepad, une miette, et j'ai réinvesti en perso, en privé, avec mes associés. Donc, c'est un projet que je vais suivre avec attention et qu'on va vous couvrir à Coin Academy. On a une analyse qui arrive sous peu, d'ailleurs, dans les analyses fondamentales. Et pour terminer, on a le candidat UPR François Asselineau qui se lance aussi dans le projet Bitcoin pour la France, on va dire. Donc, Asselineau qui est une droite plus traditionnelle, on va dire. Voilà, qui est un candidat qui fait pas un énorme pourcentage parce que justement, c'est quelqu'un qui ne fait absolument pas consensus. Hein. Lui, il est plutôt favorable à quitter l'OTAN, reprendre le pouvoir sur sa souveraineté, peut-être même reprendre le pouvoir sur sa monnaie. Et en fait, au-delà de ça, le sujet ici, ce serait de proposer à la Banque de France d'allouer 5 à 10% de ses réserves nationales dans le Bitcoin. Donc c'est énorme, hein. Mais il y a une vraie considération pour Bitcoin, du coup. Je trouvais ça vachement ouf. Ce qui fait que pour le moment, ce sont les candidats de droite qui s'approprient le sujet Bitcoin. Et j'espère, peu importe mes idéaux politiques, que ça ne sera pas que la droite et que tu auras aussi des gens du centre et de gauche. Pour que les Français qui ne se sentent pas représentés par la droite, mais qui sont quand même favorables à Bitcoin, se sentent aussi représentés politiquement. Je pense que c'est extrêmement important. Il n'avait pas les casseroles au cul, si, bah, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de politiques. Hein. Lui, pour le coup, je crois qu'il avait été accusé d'agression sexuelle et je crois qu'il a gagné ses procès. Mais je veux pas dire de bêtises à ce sujet-là. Après, c'est monnaie courante, hein, des politiques qui font pas consensus et qui sont accusés de problèmes liés à des agressions sexuelles. Le Bitcoin est apolitique. Bah oui et non, il est politique aussi, c'est le sujet de la monnaie. Le sujet de la monnaie, c'est politique. On a effectivement François Hollande qui s'intéresse un petit peu au sujet. Voilà. Je pense que si vous voulez, t'as Hollande qui avait rencontré Faustine Fleuret. Je suis désolé Faustine si j'écorche ton prénom. Voilà. Donc Faustine, 2 secondes. Pas que ça leak mes messages privés. Voilà. Elle avait rencontré François Hollande. C'était il y a un an. Donc, initialement présidente de l'ADAN, qui est, on va dire, un lobbyiste auprès des régulateurs français pour le compte des crypto-monnaies. Donc, voilà, François Hollande, Parti socialiste, et Hollande qui se remet sur le sujet parce qu'il a rencontré Sébastien Gospillou et d'autres. Donc, il y a quand même une petite représentation du côté des socialistes aussi. Macron n'est pas de gauche. Macron, il est de gauche quand il a besoin de vote de gauche, de droite quand il a besoin de vote de droite, de centre quand il a besoin de gens qui n'aiment pas les extrêmes. Voilà. Macron, il va dans le sens du vent. Bah écoutez, c'est tout, hein. C'est tous les potes pour ce que je m'étais noté. Donc, comme je vous ai dit, une émission un petit peu plus calmos d'un point de vue fondamentaux. Mais je voulais quand même vous la faire, cette émission, tant qu'à faire. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, cette émission, comment réagir sur les marchés? Eh bien, écoutez, moi, je peux pas réagir à votre place. J'ai aucune idée à très court terme de comment le marché va réagir. Mais
dès que je peux décaisser sur des private sales, je vais décaisser. Morpho, t'as vu Morpho? Non, j'ai pas vu Morpho. Qu'est-ce que j'aurais dû voir? Non, j'ai pas vu. Asher vient de lancer. Bah voilà, bah c'est parfait. Bah je vais vous envoyer chez Asher. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On se retrouve sur la chaîne de Coin Academy très vite, en tout cas. Et je vous souhaite une excellente soirée parce que j'avais envie de faire une émission courte mais efficace. Et on se retrouvera probablement cette semaine en live. Allez, ciao! Je vous envoie chez Asher. Donc c'est /red. Et attendez, c'est Twitch comment? Twitch Asher. Il est où? Red Asher. Bonne soirée!